Cette émission Sous le bandeau vous est présentée par son commanditaire premium, consultantbgh.com, votre partenaire d'innovation pour les centres de contact. Hey, tu aimes ce que fait Sous le bandeau? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Sous le bandeau, /Sous le bandeau. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Émission numéro 87. Et mes chers amis, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui parce que c'est la première émission en plus de 3 mois. Donc, c'est quand même... mes membres Patreon, ils me regardaient et ils me disaient là, Franco, on se grouille, là, on a besoin d'un peu de contenu, là, tu sais. Donc, je suis très heureux de pouvoir faire ça aujourd'hui, surtout pour un sujet super intéressant qui va être en fait sur le livre que vous avez fait. Donc, la musique des francs-maçons de Mozart à nos jours. C'est un projet quand même ça fait quand même quelques mois, si peut-être une année, en fait, que vous avez commencé à développer. Je me rappelle, l'année dernière, on en avait déjà parlé. Je ne sais pas depuis combien de temps exactement, mon frère Yves, mais je sais que ça faisait quand même un certain temps que tu travaillais sur ce sujet-là. Ben, Anatoly confirmera pour lui. Moi, je pense que c'est 2 ans à peu près. Bon. 2 ans de travail. Ouais. C'est 2 ans pour moi. 2 ans? Bon, mais c'est parfait. Donc on va avoir un super beau sujet aujourd'hui. C'est le 6e livre des éditions de la Roserie des philosophes. D'ailleurs, j'en profite. D'habitude, on commence dans les nouvelles, mais on va en profiter quand même. Ouais. Le 15 mai prochain, on va faire le lancement pour notre livre, donc qui va être à Montréal, au Bistrot Sophia, bien évidemment, à partir de 19h, je crois, 18h? Je me souviens plus exactement. On veut accommoder ceux qui pourraient avoir une tenue ou ceux qui ont des obligations familiales et quittent le travail, puis peuvent passer nous voir à 17h, 18h. Donc, à compter de 17h jusqu'à 21h, on veut ratisser le plus large possible. C'est merveilleux. Pour accommoder tout le monde et avoir un beau lancement, comme les précédents l'ont été d'ailleurs. Ben écoute, on dit toujours c'est jamais 506, hein? Donc là, on est rendu au 6e. 607. C'est ça. Mais au Bistrot Sophia. Métro Beaubien. Métro Beaubien, c'est super facile d'accès en plus. Et aussi, on a, si vous voulez avoir le livre à l'avance, parce que maintenant il est disponible, vous pouvez aller aussi sur la roseriedeslphilosophes.ca, vous le commandez. Et j'imagine que si vous êtes assez gentil, notre frère Yves et notre frère Anatoly peuvent peut-être le dédicacer avant de vous l'envoyer par la poste. Je crois que ça pourrait être possible. Moi, mon petit doigt me dit là, que ça pourrait être possible. Si vous n'êtes pas disponible pour l'événement, parce que bien évidemment, on va vouloir vous voir parmi nous pour cet événement-là merveilleux. D'ailleurs, est-ce que tu peux un peu nous décrire ce genre de lancement-là? Parce que c'est pas c'est pas notre premier. Comment ça se passe habituellement dans un lancement de livre? En partant, je confirme qu'on va en dédicacer quelques-uns là, à l'avance, parce que c'est moi qui les mets à la poste. Oui. Comme Anatoly et moi, on demeure à plusieurs kilomètres de distance, on ne prendra pas de chance. On va en dédicacer quelques-uns tout de suite, puis on pourra les poster, dédicacer dès qu'il y aura des ventes. Maintenant, ces lancements, nous sommes là, nous les auteurs, et certains de nos anciens auteurs aussi, comme Jacques Ruelland peut-être. Et puis, c'est un moment, bien sûr, privilégié pour les auteurs de pouvoir dédicacer leurs livres et de rencontrer leurs futurs lecteurs. Alors, pour un auteur comme pour un éditeur, le lancement, c'est un moment crucial, surtout que c'est pas un secret que distribuer nos livres au Québec, ça se fait pas en un tour de main. Donc, nous, on est une jeune maison d'édition. Alors, on travaille là-dessus, bien sûr, Franco, pour être distribué à la grandeur du Québec, mais ça prend du temps. Alors, c'est pourquoi le lancement est important. Ouais.
Oui, puis en plus, dans tous les lancements qu'on a fait, il y a toujours eu beaucoup de personnes aussi qui étaient présentes. C'est toujours le fun. Plusieurs dizaines de personnes. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, puis moi, c'est grâce à toi que j'ai réussi à vivre ça, parce que moi, je croyais pas pouvoir faire ça un jour, mais de vivre cette expérience-là, c'est super intéressant de voir les gens aussi qui viennent. Oui, effectivement. Donc, mon livre sur l'histoire de la franc-maçonnerie et ton traité philosophique et pratique du tarot, qui est toujours présent à côté sur ma table. Il faudrait peut-être penser faire une place aux autres. Oui, c'est ça. Si c'est possible. Oui, effectivement, mais là, tu vois, tu me permets un peu de faire une transition sur un autre sujet dans nos nouvelles générales. Donc, là, les gens le savent de plus en plus, je l'ai annoncé, puis là, j'ai même mis ma maison en vente sur mon profil public Facebook. Donc, s'il y a des gens qui veulent acheter une maison à Laval, ça vaut la peine. Le studio y compris? Le studio est compris, sauf l'équipement du studio. C'est écrit, c'est dans les exclusions. Donc, toutes les caméras, tout ça, c'est exclu. Mais le mur reste présent. Donc, sans les décors maçonniques. Sans les décors maçonniques. Bien évidemment. Ça s'en va dans l'autre maison. Parce que, justement, dans ma situation familiale, je vis présentement un divorce. C'est quand même assez intense, là, tout ça. Et là, je suis sur le point, en fait, de déménager dans une nouvelle maison. Donc, nouvelle maison, ça veut dire nouveau studio, nouvelle vie, tout ça. Et on va peut-être redesigner le studio, justement, parce que l'espace que je vais avoir va être peut-être un peu plus restreint, plus petit en fait. Donc, ça risque d'être difficile pour emporter une table. Donc, on va peut-être changer le look. Là. On va mettre peut-être des causeuses, des sofas un peu partout. Puis on va rendre ça un peu plus chaleureux. Alors, Anatoly et moi, on va se dépêcher d'écrire un autre livre pour être invité à nouveau dans ton nouveau studio. Oui, dépêchez-vous, il reste 2 semaines. Il reste 2 semaines à peu près. Non, dans le nouveau studio. Oui, c'est ça. Mais, on parlait d'une plaquette avec des photos. Et des textes. Oui. C'est un projet que nous avons depuis très longtemps. Photo, parce qu'on a fait tous les deux de la photographie. On a exposé ensemble avec de courts textes, en prose pour moi, en poésie pour Anatoly, sur une photographie pleine de symbolisme. Pas forcément maçonnique, bien sûr, non, mais une photographie qui n'a pas comme vocation de reproduire le réel tel qu'il est, mais de laisser voguer l'imagination et l'inconscient à travers ce que la réalité nous montre de mystérieux. Et ça fait longtemps qu'on veut faire ça, puis là, on va s'y mettre. Ça sera un de nos prochains livres, Franco. C'est fantastique, parce que c'est tu sais, pour la Roseraie des philosophes, là, on est en train de faire une info-pub pour la Roseraie, mais c'est correct, c'est sous le bandeau, on a le droit de faire ça. Mais le fait de permettre à la Roseraie de pouvoir s'expansionner hors peut-être de la maçonnerie pour d'autres autres sujets qui peuvent être spirituels et puis peu importe le philosophique et tout ça, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, je le dis souvent dans toutes les émissions, mais si vous avez des manuscrits, vous pouvez l'envoyer à info@roseraiesphilosophes.ca. Puis toi puis moi, on reçoit ça, on lit, puis on donne nos commentaires. Puis des fois, si ça fonctionne, on peut produire avec l'auteur. Oui, c'est un projet qui est pas mal avancé, donc ça ne prendra pas 2 ans. Bon. C'est correct, on va le prendre en 1 an. Fait que c'est parfait, on va le prendre en 1 an. Sinon, dans les autres nouvelles, on a le Salon maçonnique qui arrive à grands pas. En fait, le 1er juin, on a eu 2 nouveaux auteurs qui vont être présents. J'ai vu ça. Ouais, Arnaud Gabrielli, qui a fait son premier livre maçonnique, qui est Logia, qui est disponible sur Amazon. On a aussi le frère Kenley Talmer, qui a aussi produit un livre qui n'est pas maçonnique, mais qui va être présent aussi. Donc, écoute, ça continue à s'agrandir. Les billets se vendent extrêmement vite. Encore aujourd'hui, là, on a fait une autre publication, puis ça se vend. Donc, c'est fantastique. Il faut profiter de ça. Là. C'est la première fois au Québec qu'on fait un salon de cette ampleur-là, qu'il y a des invités en plus français internationaux qui viennent, en plus de ta conférence sur la franc-maçonnerie le vivant. Donc, vous êtes profane, vous êtes initié, ça vous intéresse, c'est le temps d'y aller. C'est salonmaçonniqueduquebec.org et vous allez voir, c'est 10$ le billet. Donc, c'est une journée complète. Là, ça vaut la peine. Alors, notre maison d'édition va avoir un stand, mais je sais aussi que des obédiences québécoises auront aussi leur kiosque. Et donc, ça va être un genre de grand rendez-vous pour les francs-maçons du Québec, mais aussi pour le public qui est intéressé par le sujet. Oui, et c'est exact. Et tu sais,
le fait de présenter cette maçonnerie-là au grand public, justement, vu qu'on va avoir les obédiences majeures du Québec qui vont être présents, dont la Grande Loge unie du Canada et le Grand Orient du Québec, eux sont confirmés. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, qui vont s'annoncer, mais au moins, ça va donner la possibilité à monsieur, madame, tout le monde de découvrir cette maçonnerie-là. Puis moi, je l'ai toujours dit, il y a quelques années de ça, moi, quand je suis rentré en franc-maçonnerie, j'avais pas vraiment d'option. Tu sais, pour moi, c'est la maçonnerie, je cognais à une porte, puis là, j'ai eu mon processus. Mais depuis qu'on a les émissions, depuis on va faire des conférences comme ça permet à exposer cette maçonnerie-là, puis de montrer qu'il y a plusieurs maçonneries, puis qu'il y en a pour monsieur, madame, tout le monde, pour chacun de son style. Sans vouloir anticiper sur quelque chose qui peut-être se fera pas, mais j'ai entendu dire que ces francs-maçons réguliers qu'on croise très rarement pour certaines raisons pourraient venir au salon maçonnique. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être confirmé? Parce que si oui, ce serait une grande première qu'on se retrouve sous un même chapiteau. Oui, écoute, c'est en pourparlers. Ils étaient déjà très intéressés. Je sais qu'il y en a certains qui vont être présents quand même. Là, ils vont, à titre privé. À titre privé. Okay. Mais ça serait vraiment génial parce que, nous, l'émission Sous le bandeau, on est allé faire une émission directement dans le grand temple de la Grande Loge du Québec. Ils sont venus ici. Tu as participé aussi, toi, avec le grand maître, Marc David. Donc, il y a cette ouverture-là, puis pourquoi pas continuer? On a des grandes choses à faire, puis le but, c'est juste de propager notre maçonnerie, puis notre passion qu'on a. Donc, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien de ça. Ce serait une percée historique, on peut dire. Ben oui. Exactement. Donc, le 1er juin, Salon maçonnique du Québec, vous irez voir ça. Et sinon, c'est pas mal ça dans les nouvelles. En fait, j'ai fait un vlog. Quand j'ai fait mon voyage de 5 semaines, j'ai été à Bogota. Donc, j'ai fait le premier vlog à Bogota. Il me reste mon deuxième vlog à sortir, celle du Mexique, avec le Grand Orient national mexicain, qui était sensationnel aussi. Toujours une belle expérience d'aller dans les pays latino-américains pour aller visiter cette maçonnerie-là, qui est une maçonnerie pour moi qui est très chaleureuse, très mystique, fraternelle. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis la prochaine fois, il va falloir que tu viennes avec moi. Il va falloir qu'on s'organise quelque chose, là, Yves. Tu as toujours été mon traducteur officiel. Là, je suis en train de me débrouiller tout seul, essayer de comprendre l'espagnol. Écoute, il va falloir qu'on vienne faire de quoi à un moment donné. Je te l'ai dit, Duolingo. C'est gratuit, en plus. Excellent. Donc, voici pour les nouvelles. Merci à notre commanditaire premium, donc consultantbgh.com, qui est notre commanditaire pour l'émission, mais aussi le commanditaire pour le Salon maçonnique du Québec. Donc, vous viendrez leur dire bonjour. C'est quand même une compagnie de firme de consultants en informatique. Et donc, c'est ça. Donc, si on va au sujet principal, la musique des francs-maçons, de Mozart à nos jours, moi, je trouve ça, comme je l'ai dit en début d'épisode, je trouve ça vraiment fantastique que vous avez pu faire un ouvrage justement sur la musique des francs-maçons, parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire mes recherches historiques sur tous les rites, en fait, de la franc-maçonnerie, en majorité, quand on parlait du début des années, peut-être, je pense que c'est 1760, puis qu'il y a eu une publication officielle en 1768 à propos de la musique maçonnique dans les rituels réguliers. Moi, ça m'a ouvert un monde absolument fantastique, puisqu'il y avait de la musique pour tous les types de rituels, pour tous les types de situations en maçonnerie. Les loges avaient des orchestres. C'est ça, exactement. Puis quand moi, j'ai été faire mon voyage maçonnique en France, j'avais été avec mon frère Sylvain, j'avais été à la Grande Loge de France. Puis dans les temples maçonniques, il y a un piano. Donc, on invite des artistes à jouer de la musique durant les cérémonies. Tu sais. Donc, pour moi, cette musique-là, en fait, la musique a une place extrêmement importante en franc-maçonnerie. Dans certains degrés, on en parle même. Hein? Je pense que jusqu'au week-end dernier, on a parlé de ce sujet-là. Donc, moi, j'aimerais ça en premier vous questionner, puis peut-être commencer avec Anatoly, parce qu'Anatoly n'a pas parlé beaucoup depuis tantôt. Mais pourquoi avoir fait un livre comme ça? Pourquoi avoir parlé de la musique en franc-maçonnerie? J'étais aussi sur la colonne d'harmonie pendant quelques années, de 2 loges, je crois. Et donc, je trouvais ça intéressant de commencer par Mozart, qui est bien sûr la clé de voûte, on peut dire, de la musique maçonnique. Et on connaît très bien la flûte enchantée avec son symbolisme.
et d'aller jusqu'à aujourd'hui. Sur la colonne d'harmonie, je m'efforçais de présenter les musiques classiques contemporaines vivantes. Parce que je pense que le déclin de l'art, ça n'existe pas. Et la musique en particulier est aussi vivante aujourd'hui. Bien sûr, elle se transforme beaucoup, mais elle est aussi vivante qu'elle ne l'était au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle, etc. Alors, je trouvais ça intéressant de pouvoir écrire aussi sur la musique contemporaine, qui pourrait être intéressante pour les francs-maçons, pas nécessairement écrite par des compositeurs francs-maçons, parce que malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, comparé au XVIIIe siècle. Mais reste que il y a beaucoup de musique qui a une dimension spirituelle, une dimension symbolique, et que je pense, et Yves aussi, je crois, peut être pertinente sur une colonne d'harmonie. Oui. C'est intéressant parce que ce que je pense pour moi, il y a une clé que je viens d'entendre là, qui est vraiment particulière. C'est que il y a de moins en moins d'artistes, d'auteurs qui font de la musique maçonnique aujourd'hui. C'est ça? On se concentre plus au 18e, 19e siècle. Plus ou moins. Donc, c'est comme ça on voit une baisse peut-être de ce côté-là, tandis que le rituel maçonnique, parce qu'on en a parlé dimanche, est en constante évolution, tandis que la musique, elle semble stagner. On dirait toujours que c'est le même type de musique? Bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai été initié, c'était en 1987, au Grand Orient de France, au retrait du bandeau, parce qu'il y a de la musique tout au long de l'initiation, mais au retrait du bandeau, qui est un moment très spécial pour celui qui est accueilli par ses frères et sœurs, mais à l'époque, la franc-maçonnerie n'était pas mixte, la musique qu'on avait fait jouer était celle d'un compositeur qui n'a jamais été franc-maçon, ni même de près ou de loin intéressé par la franc-maçonnerie, c'est Richard Strauss, ainsi parlait Zarathustra. On pourrait peut-être l'écouter, parce que vous allez voir, vous allez entendre plutôt que dans l'ouverture, il y a 3 coups de maillet, et le vénérable maître fait lever le bandeau au 3e coup de maillet. Et cette structure qu'on appelle ternaire, donc l'écriture de la musique avec ce rythme comme on fait dans la batterie maçonnique avec 3 temps, c'est, selon certains musicologues, propre à la musique maçonnique. On trouve ça dans l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart. Mais bon, ça doit avoir quelque chose d'universel, puisque Strauss l'a utilisé aussi pour ainsi parler Zarathustra. Alors, pour terminer, pour enchérir sur ce que disait Anatoly, moi, j'ai été vénérable maître plusieurs années, puis je faisais des choix musicaux aussi pour l'initiation au premier degré. J'ai toujours gardé ainsi parlait Zarathustra pour le retrait du bandeau. Je l'avais même fait inscrire dans le règlement intérieur de la loge, tellement ça me paraissait incontournable. Mais on écoutera tout à l'heure des musiques, encore une fois, qui sont l'œuvre de compositeurs qui n'ont pas été francs-maçons, qui n'ont jamais parlé de franc-maçonnerie, mais dont la musique provoque ce que j'appellerais une sorte d'ébranlement émotionnel qui est nécessaire pour vivre le voyage initiatique, celui de l'initiation au grade d'apprenti. Alors, je pense à une œuvre de Giacinto Scelsi. Je pense qu'Anatoly sera d'accord avec moi pour dire que c'est un compositeur dont la spiritualité est assez inhérente à son œuvre musicale. Il a résidé dans des grottes au Tibet. C'est pas quelqu'un qui fréquentait les Walmart de son époque. Oui, plus que ça, il est mort au mois d'août, mois 8 de l'année 1988, 888, et il a prédit cela dans une autobiographie spirituelle très étrange, dont le 2e volume parle des pérégrinations de son âme dans l'au-delà.
En s'appuyant sur le livre tibétain de mort. Oui, puis en numérologie, le 8 a à voir avec l'infini. Mais on peut tu voudrais commencer avec lequel? Ainsi parlait Zarathustra de Strauss. Cette musique, je pense qu'Anatoly aussi, lorsqu'il a été initié, c'est la musique qu'on a fait jouer. Donc, ça donne une idée de la musique que des francs-maçons écoutent à des moments importants de leur initiation, musique qui n'a pas été composée par des francs-maçons. Premier coup de maillet. Deuxième roulement. Le soleil qui se lève sur la montagne. Troisième roulement, retrait du bandeau. Moi, je pensais que c'était mon introduction quand je rentrais en loge, ça. Pam, pam. Mais c'est bien. Je veux dire, moi, je croyais pas. Moi, je croyais que c'était un auteur maçonnique. Donc là, je découvre quelque chose de particulier. Et ça, maintenant, tu me dis que c'est à peu près dans toutes les loges qui pratiquent ce rituel-là? En fait, je ne peux pas parler pour même les loges du Grand Orient du Québec aujourd'hui. Je ne sais pas si elles ont toutes persévéré dans cette voie-là ou qu'elles ont exploré d'autres avenues. Puis, il y a sans doute d'autres possibilités pour le retrait du bandeau. Mais moi, j'ai été initié comme ça en 87. Et puis, dans les loges dans lesquelles j'ai travaillé, ça a été jusqu'à tout récemment la musique de l'initiation au premier degré au retrait du bandeau. C'est particulier, puis, mais moi, personnellement, je l'ai déjà entendu, parce qu'on a participé dans les mêmes rituels au Québec, ici, là. Mais, toi, je m'en attendais pas. Au départ, je croyais pas que c'était justement Strauss qui faisait ça. Donc, mais puis c'est fantastique. Puis est-ce que Strauss lui-même a d'autres musiques qui ont été entendues en maçonnerie? Pas à ma connaissance. Moi, j'aime beaucoup une œuvre qui s'appelle Métamorphose. Je ne sais pas si Anatoly veut en parler, mais c'est une œuvre qui a été inspirée à Strauss par la destruction du théâtre de Munich à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça l'avait beaucoup affligé. On dira que parmi tous les désastres qu'il y avait lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était peut-être pas le plus lourd, mais néanmoins, c'est une œuvre qui exprime la tristesse. Mais là, c'est pas le temple qui se construit, c'est un temple qui est détruit. Donc, en franc-maçonnerie, on est des constructeurs et puis écouter une telle musique. Alors, je sais pas, à ma connaissance, non, à part ainsi parlait Zarathustra, qui est inspiré par un poème de Nietzsche, d'ailleurs. Mais quand tu parles de destruction de temples, ça me fait quand même penser à un certain aspect de la maçonnerie aussi, peut-être, non? Oui. Oui, ça aurait une certaine pertinence. Oui. Sinon, dans les autres auteurs-compositeurs, je pense que, dans votre livre, vous parlez aussi, je crois, de Haydn, qui était aussi franc-maçon. Est-ce qu'on pouvez-vous m'expliquer un peu plus? Si tu veux, il y a beaucoup à dire, puis ça, Anatoly va le faire. Il levait la main. Peut-être, pour continuer dans le même... avoir une certaine cohérence, là, peut-être écouter l'œuvre de Chelsea Pfatt pour voir l'ébranlement émotionnel propre à l'initiation au premier degré par un compositeur qui n'était pas franc-maçon, comme un peu Strauss qui n'était pas non plus, mais pour montrer à quel point certaines musiques peuvent nous servir, nous les francs-maçons. Comment t'écris Chelsea Pfatt? P-H-F-A-T. Oui, c'est ça.
Exact. Oui, le son très sourd au début, ça fait penser à ce qu'on écoutait tout à l'heure de Zarathustra. Un long son avant l'éclatement de la musique. C'est une musique que je mettais pour les préparatifs à l'initiation, quand l'impétrant est encore dans les ténèbres et il entre dans le temple. OK. Et là, l'initiation se prépare. Et il y a une tension, bien sûr, qui va se résoudre bientôt, si on peut l'écouter jusqu'au bout. Là. Comme je disais, c'est 7 minutes, là, donc on ne peut pas aller au complet, sinon on va se faire couper. C'est bientôt. Le premier voyage s'apprête à commencer. Donc vraiment, ça, cette chanson, cette musique-là, c'est pour tous les voyages maçonniques, c'est ça? Préparatif du premier voyage. Préparatif du premier voyage. Mais c'est intéressant. On n'ira pas plus... Parce que sinon, on va juste entendre la musique pour tout le temps. Là. Mais... Et donc ça, cette musique-là, c'est quelque chose aussi qui était commun? Non, j'ai amené ça aux Amis réunis pendant quelques années où j'étais le vénérable maître de la loge. Certains maçons que je connais sont passés ont été initiés par cette musique. Je peux en dire plus. On peut aller vers des auteurs plus connus. Haydn, qui était franc-maçon, là, c'est une musique différente là, dont Nathalie va parler. Ben, justement, si on revient justement sur Haydn, donc lui, c'était un franc-maçon, c'est ça? C'est un franc-maçon, il a créé, je pense qu'il a quand même fait une symphonie qui s'appelle La Création, je me souviens bien aussi. Bien sûr. Oui, un oratorio. OK. Mais... son cas est intéressant par rapport à la franc-maçonnerie parce que il n'y a pas de preuve crédible qu'il ait assisté à des tenues après son initiation. Ah oui, OK. Oui. Et il y a eu beaucoup de spéculations, mais encore aucune preuve convaincante que sa musique contiennent vraiment des symboles maçonniques, à la différence de la musique de Mozart. Qui est pénétrée de part en part de symbolisme maçonnique. Alors, il y a des structures trinitaires, bien, Yves en a parlé dans le contexte de Also sprach Zarathustra. Il y a le principe trinitaire qui est très développé chez Haydn dans la création. Et dans plusieurs autres de ses œuvres, y compris des symphonies qu'il a composées pour un orchestre maçonnique à Paris. OK. Et l'orchestre de la Loge olympique de Paris, qu'on appelait aussi le concert spirituel, qui a été reconstitué il y a quelques années. Et c'était l'un des meilleurs orchestres à Paris. Mais même dans ce cas-là, il n'y a absolument rien qui indique d'une manière convaincante
que Haydn ait codifié, disons, des messages maçonniques, même dans ces symphonies parisiennes composées pour cet orchestre maçonnique. Alors, les structures trinitaires sont universelles en musique, sont universelles en spiritualité aussi, et bien sûr en philosophie, si on pense à les dialectiques, thèse, antithèse, synthèse, etc. Alors, dans la musique classique, comme dans la musique baroque, beaucoup chez Jean-Sébastien Bach, par exemple, il y a une rhétorique musicale. Et plusieurs formes qui sont inspirées de cette rhétorique sont ternaires. Et là encore, on remonte au traité, par exemple, de Marc Aurèle, de Quintilien, de rhétorique classique, pas musicale, mais rhétorique des discours. Et le principe d'expositio, confutatio et la récapitulation. Donc, on expose un sujet, on présente des contre-arguments et ensuite on reprend le sujet qui acquiert plus de force en répondant aux objections de confutatio. Eh bien, cette structure-là est à la base aussi de la forme sonate. Alors, Jean-Sébastien Bach était un lecteur de Quintilien de Marc Aurèle. On le sait parce que ses ouvrages étaient dans ses bibliothèques. Haydn, certainement, connaissait aussi ces formes, soit directement ou de manière purement musicale. En fait, il était l'un des inventeurs des formes classiques qui sont devenues classiques. Aussi, c'est lui qui a élevé le genre de quatuor et de la symphonie au statut que, en fait, il a ensuite acquis. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des structures ternaires et d'autres structures aussi qui peuvent paraître maçonniques, mais qui ne le sont pas. Cependant, et je base mon essai là-dessus, sur Haydn, il est quand même pertinent pour les francs-maçons parce que sa musique et aussi sa personnalité est absolument fraternelle. Okay. C'était un homme particulièrement généreux et gentil. En musique, en fait, il a déployé avec beaucoup d'inventivité l'humour. Okay. Ce qui est assez unique, et c'est encore rare même de nos jours. Parce que c'était sa personnalité. Ce n'était pas quelqu'un qui s'imposait un peu comme Beethoven par un caractère olympien ou prométhéen. Alors, bien, j'en parle beaucoup dans mon essai, donc je vous invite de le lire, mais de plusieurs façons, à la fois dans sa musique et dans sa vie, on peut trouver vraiment comme des exemples de fraternité et d'égalité. C'est une musique qui te regarde à hauteur du visage, ni au-dessus ni en dessous. Donc c'est peut-être même plus important que des codes numérologiques ou autres. Ben, il y a bien sûr les codes, et puis les musicologues qui se sont intéressés à la musique maçonnique ont essayé de décortiquer ça. Bon, Anatoly parlait de la structure ternaire, mais je dirais que d'un point de vue symbolique, le lien peut-être entre la création d'Haydn et Ainsi parlait Zarathustra, l'ouverture qu'on a écoutée tout à l'heure au début, c'est l'expression de la lumière qui vient, n'est-ce pas? Et pour nous, les francs-maçons, ben, cette symbolique de la lumière que la musique exprime à sa façon, avec son langage, ben, c'est propre à nous appuyer dans notre démarche initiatique.
De la même façon que Mozart, qui lui, contrairement à Haydn, a participé aux travaux de sa loge et il a composé des morceaux de musique. Donc, il savait, lui, ce qu'était la chaîne d'union. Ouais. Puis il a composé des musiques, des hymnes, on pourrait en écouter un tout à l'heure, qui est fait pour la chaîne d'union. Alors, il y a effectivement ici, jusque dans le livret, des paroles fraternelles, des paroles d'égalité et de liberté qu'on retrouve aussi dans l'Ode à la joie de Beethoven. Alors, tout ça fait de cette musique une musique qui intéresse la franc-maçonnerie. Qu'il s'agisse du code avec la structure ternaire, qu'il s'agisse du livret avec les paroles, qu'il s'agisse d'une expressivité liée à la lumière qui vient, ou à l'ébranlement émotionnel quand on a laissé nos métaux à la porte, puis que la pierre est travaillée, puis qu'on est... Il y a une façon musicale d'exprimer ça, de la même façon que la musique peut imiter le chant des oiseaux. Il y a chez Haydn toute une inventivité d'une façon dans la symphonie pastorale aussi de parler de la musique de la nature. Mais les compositeurs ayant réussi ça, sont aussi capables d'exprimer ce qui se passe dans le cœur humain, notamment dans un moment crucial comme l'initiation ou la chaîne d'union. Et c'est ça qui nous a intéressés, nous. Sa période, lui, son existence, c'est de quelle année, en fait? Fin du 18e. Deuxième partie du 18e siècle, mais comme il a vécu beaucoup plus longtemps que Mozart, qui était son contemporain exact. Ouais, c'est ça. Il a même écrit dans son grand âge des messes pendant l'occupation de Vienne par les troupes de Napoléon. Donc, une messe en temps de guerre, par exemple, Missa in tempore belli. Alors, ce n'est pas loin en termes de période, là, des années, ce qu'on appelle le middle period de Beethoven. Ouais. Donc, par exemple, Beethoven a composé les symphonies héroïques dans les mêmes années. Alors, Haydn était le contemporain exact et le grand ami de Mozart aussi. En fait, c'est Mozart qui a persuadé Haydn de venir initier dans sa loge à lui. Mais il n'a pas pu assister à l'initiation. Oui, à cause d'une tempête de neige en particulier. Oui. Et la date a été reportée, puis malgré ça, Mozart n'a pas pu se présenter. Probablement, il n'a pas reçu le courriel. Puis c'est peut-être pour ça. Un courrier, et puis il n'est pas arrivé à temps. Mais il a vécu jusqu'aux guerres napoléoniennes. Ouais. Mais j'aimerais partager une expérience personnelle. Avec Haydn? Avec la création de Haydn. OK. Alors, dans ma vingtaine, j'ai fait une randonnée extraordinaire dans les montagnes rocheuses. Et je me suis levé très tôt, à l'aube. Et à un certain moment, le soleil était timide, les premières lueurs, et puis tout d'un coup, on voit le grand disque du soleil dans le ciel et cette lumière éclatante, éblouissante. Et tout de suite, je pensais au grand accord en ré majeur sur les mots « Et les lumières fut fiat lux » dans la création de Haydn.
On a eu quelques moments de coupage ici et là, donc on s'en excuse à tout le monde, mais en fait, vous le saviez pas, là, vous le savez. Pour ce qui est de Wagner, pas franc-maçon. Pas franc-maçon. Mais il a voulu l'être. Okay. Et il a été blackboulé, comme on dit. Et pour quelle raison? Il avait participé au sortir de son adolescence à une sorte de rébellion anti-monarchiste. Et puis, il n'a pas été arrêté, mais la chose a été sue, puis on appelait ça un élément séditieux. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, la franc-maçonnerie allemande était très prestigieuse. On est au sortir des Lumières. Il y a des hommes comme Goethe qui ont été francs-maçons. Avant eux, Mozart, Haydn, on en a parlé déjà. Oui. Alors, Wagner, sans doute, reluquait ça. Puis son beau-frère était franc-maçon. Quoi qu'il en soit, sa musique, on a peut-être Anatoly pourra parler de Parsifal parce qu'on présente souvent cet opéra comme le plus mystique des opéras de Wagner. Est-ce qu'on pourrait le considérer aussi comme maçonnique éventuellement ou J'irais peut-être pas jusque-là. Mais c'est la quête du Graal quand même. Oui, la quête du Graal, oui, bien sûr. La quête du Graal, comme dans Lohengrin, il y a de ça aussi. Donc, toute cette rémanence templière, il y a ça, bien sûr, chez Wagner. Mais ce que j'aime beaucoup dans cet extrait qu'on va écouter de Tannhäuser, c'est que Wolfram contemple son étoile du soir. Alors, ça nous fait penser à une étoile, celle du 2e degré, où l'impétrant, on lui demande de regarder son étoile. Et je trouvais que la douceur et la mélodie, on va entendre de la harpe, est tout à fait à même d'instiller une sorte de sentiment de reconnaissance et de confiance dans l'impétrant qui est sur son voyage et qui va se laisser guider par son étoile du Nord. C'est intéressant. Puis après ça, on provenait avec tes commentaires. Sur Parsifal, peut-être aussi, c'est ça. Micro. Écoute-toi. C'est maintenant que ça commence. Ça. Da scheinest du, o lieblichster der Sterne, dein sanftes Licht entsendest du der Ferne, die nächt'ge Dämmerung teilt dein lieber Strahl, und freundlich zeigst du den Weg aus dem Tal. Grüß dich immer dich so gern. Vom Herzen, das in mir
entschwebt dem Tal der Erden ein C'est pour moi, quand j'entends ces œuvres d'art-là, littéralement, c'est vrai que ça m'emporte dans un autre monde. Puis là, on peut vraiment vivre on peut vivre de façon différente, en fait, notre initiation. Là, j'essaie d'imaginer ma vie, mes initiations sans musique, puis ça serait pas mal difficile. Ouais, Wolfram dit « Ô toi, mon étoile du soir qui brille dans la nuit ». Alors, c'est d'un point de vue maçonnique, au deuxième degré. Ouais, effectivement. Puis toi, Nathalie, sur Wagner... Oui, j'aimerais dire quelques mots sur l'Athanor, sur l'alchimie et sur l'infini. OK. Dans le contexte de la musique de Wagner. Alors, bien sûr, on parle souvent de la mélodie infinie, entre guillemets. Chez Wagner, c'est une façon de déployer la mélodie en différant partiellement les résolutions harmoniques qui la rend pratiquement illimité dans ses potentialités de croissance, de déroulement. Et je crois que c'est vraiment propice à la contemplation mystique. On peut comparer ce langage à celui du cinéaste Andrei Tarkovsky, dont Bergman a dit qu'il a trouvé un moyen de parler de l'infini à travers sa cinématographie. Et puis, l'Athanor, il y a une certaine alchimie harmonique que Wagner a perfectionnée. Donc, une manière de transformer continuellement des accords. Donc, on peut parler de cet Athanor-là qui produit finalement un envoûtement. Donc, on peut parler de spellcasting. C'est comme ça que j'évite souvent mes expériences wagnériennes. C'est un envoûtement. Nietzsche, en fait, s'est insurgé contre cela. On dirait que la volonté de l'auditeur est paralysée. Mais je mettrais cet envoûtement harmonique en relation avec la musique baroque plus ancienne, pas celle qu'on connaît mieux comme celle du XVIIIe siècle, c'est-à-dire Handel, Jean-Sébastien Bach, Vivaldi, Telemann, mais celle du XVIIe siècle. Et il y avait aussi des drogues musicales dans cette musique. Des drogues musicales? Oui, une façon de droguer l'auditeur, de l'envoûter. Okay. Chez des compositeurs comme Heinrich Schütz, par exemple, le Konon, un peu moins connu. Alors, c'est cette démarche-là qu'on peut dire anti-lumière, parce que il n'est pas question, comme je disais à propos de Haydn, de regarder l'auditeur frère égal à la hauteur du visage humain et d'exposer ces arguments musicaux avec une grande clarté, ce que Descartes aurait appelé des idées claires et distinctes. Non, c'est une démarche romantique, mais on sait que les romantiques avaient une idée bien particulière du Moyen-Âge, donc les romantiques
voulait aussi revenir au passé d'avant les Lumières. Là, ce n'est pas le Moyen-Âge, comme je disais, c'est plus peut-être le baroque du XVIIe siècle, mais c'est un envoûtement. Comme on peut dire jeter un sort sur quelqu'un. Donc, c'est ça que je voulais dire à propos de Wagner. C'est ça, on peut parler de l'infini et on peut parler d'une alchimie harmonique, on peut parler d'un spellcasting, d'un sort. Mais je ne suis pas sûr que tout ça nous est si utile d'un point de vue maçonnique. Moi, je pense que symboliquement, Wagner est en deçà de Mozart parce que c'est Jean-Jacques Nattier, qui est musicologue à l'Université de Montréal, qui faisait valoir que la quête chez Wagner exige toujours une part de sacrifice considérable où c'est souvent la femme qui expie. Okay. Et Nattier a fait le décompte de toutes les héroïnes wagnériennes qui sont sacrifiées. Ondry, entre autres. Alors que chez Mozart, dans la flûte enchantée, c'est la réunion des polarités. Mozart, à la fin de sa vie, avait esquissé le projet d'une obédience mixte. Il était très en avance sur son temps, qu'il appelait la grotte. Et donc, dans la flûte enchantée, et ça on ne le voit pas chez Wagner, le héros chemine avec sa partenaire féminine, Tamino avec Pamina, et les deux sont initiés ensemble. C'est le mariage sacré du roi et de la reine, c'est la réunion des polarités, et ça, c'était le projet de l'alchimie, la fusion des contraires. Et en parallèle, Papageno aussi. Si, oui. Donc, dans ce sens-là, c'est pas wagnérien, parce que même l'homme du commun a droit à l'initiation. Alors que chez Wagner, c'est toujours des héritiers du temple. Alors moi, je pense que l'œuvre alchimique est plus symboliquement mieux réalisée chez Mozart, ce qui fait que sa musique, évidemment, est plus propice à éclairer nos travaux que le romantisme et l'envoûtement dont Anatoly parlait pour Wagner. Oui, je critique l'envoûtement. Je ne critique pas la mélodie infinie parce que je pense, c'est ça, que c'est propice à la contemplation. Don't get to the point. Mais l'envoûtement, bien, on sait aussi ce qui est arrivé au XXe siècle et comment les excès du romantisme, l'emportement, cette idée de sombrer, de plonger dans les nuits, la folie, l'extase, bien, on peut aussi voir les conséquences sans tracer un lien direct de cause et effet. Alors quand même, Nietzsche, je pense, avait raison, il faut se méfier de cet envoûtement parce qu'il nous prive de notre volonté. Même Freud, il y a un historien, David Baclan, qui a écrit sur le rapport de Freud à la mystique juive, et pour essayer aussi de comprendre pourquoi Freud était si rétif à la musique, alors qu'il aimait beaucoup l'art visuel, il collectionnait des statuettes, mais Freud se méfiait de la musique à cause de Wagner. Okay. Parce que c'était pour lui, il exagérait peut-être, mais c'était la descente dans l'inconscient, la perte de maîtrise de soi, c'était l'expression d'un combat contre les Lumières et donc d'un irrationalisme dont Freud se méfiait. Alors que nous, les francs-maçons, on va privilégier une musique qui nous éclaire, pas une musique qui nous endort ou qui nous drogue, comme Anatoly le disait. Mais c'est intéressant. Pourquoi d'abord, que vous l'avez considéré dans votre ouvrage maçonnique? Si justement, c'est un peu le contraire de ce qu'on est supposé... Non, pas à ce point, mais on n'a pas parlé de Parsifal encore. Et puis, c'est un morceau important de l'histoire de la musique. Comme Liszt, comme Beethoven, chacun a contribué à sa manière. Et il y a certainement des œuvres de Wagner qui méritent, bien sûr, notre attention. Puis on en parle. Je ne sais pas si tu veux parler de Parsifal, parce que c'est l'opéra le plus connu, mais lui aussi... On en avait parlé au tout début. Là, je vous avais posé la question si on peut quand même considérer ça comme un ouvrage maçonnique, là, finalement. Là, mais puis là, on avait dit à peu près oui et non. Là, mais... sur la légende des Templiers. Oui, c'est la légende des Templiers. C'est la quête du Graal. C'est peut-être l'aboutissement d'une certaine intériorisation des procédés wagnériens, c'est-à-dire
si on compare le Parsifal et la tétralogie, dans la tétralogie, il y a une dramaturgie mythologique. Bien sûr, c'est basé sur les vieilles légendes germaniques et en fait norroises, on peut dire, parce que en Islande aussi, les noms sont différents, mais c'est le même. C'est le fameux pays que tu veux aller absolument. C'est ça, tu veux passer par toutes les régions du Québec, on le sait. Ça. Oui, c'est ça. Wotan, ça existe aussi. Mais dans Parsifal, il y a beaucoup moins d'événements extérieurs. Mais c'est la quête du Graal, mais c'est vraiment un drame spirituel, c'est un drame intérieur. Donc, dans ce sens-là, je pense que, comme chez plusieurs autres compositeurs, à la fin de leur vie, vont éliminer ce qui est du monde matériel directement perceptible. Alors, on peut penser à Gabriel Fauré, on peut penser au dernier Beethoven, mais pour d'autres raisons, les surdité. Mais donc, Parsifal est peut-être son opéra le plus intérieur et il y a quand même des révélations étonnantes à la fois dans le libretto et dans la musique sur la nature du temps et de la lumière. Personnellement, je connaissais un mélomane qui était un grand wagnérien, et il a attiré mon attention sur certaines paroles et la façon dont elles sont mises en musique dans le Parsifal qui préfigure la relativité d'Einstein. Mais il y a un point commun entre Parsifal et Lohengrin qui me fait penser à une phrase du prologue de l'Évangile de Jean. La lumière est venue au monde. Commencement était le non, la lumière brille dans les ténèbres n'ont point compris. Ça. Ouais. Et c'est ça le romantisme de Wagner. Il n'y a pas de coïncidence possible entre ce drame spirituel intérieur et le monde dans lequel on vit. Et il n'y a donc pas de coïncidence possible. Et c'est dans ce sens-là que sans être anti-maçonnique, c'est éloigné de ce que nous cherchons, parce que nous disons, à la clôture de nos travaux, la lumière qui éclaire le temple doit rayonner sur tout l'univers. Donc, nous sommes confiants de pouvoir obtenir une coïncidence entre nos aspirations et le monde dans lequel nous construisons le temple, ce monde-ci, alors que chez Wagner, ça échoue toujours. Malgré la part sacrificielle importante. Donc, moi, moi je dégage la symbolique basée sur le livret. Je suis moins à même de discuter, comme Anatoly le fait, de la structure de la musique, mais le livret est pessimiste. C'est pour contraster ça avec la flûte enchantée. En fait, ce que j'aime beaucoup aussi, et je trouve que c'est un des plus beaux morceaux dans la flûte enchantée, c'est le duo entre Papageno et Papagena. Alors, il n'y a pas seulement le prince Tamino et Tamine. Donc, il y a une vision démocratique de ce que peut être la fraternité universelle qui manque à Wagner. Oui, et il y a aussi ces paroles extrêmement majestueuses du grand maître Sarastro. On connaît ça, nous, Sarastro. Ah oui? Sarastro qui est victime d'un complot ourdi par son ex, là, la reine de la nuit, mais qui dit « Dans ce temple, toute vengeance est interdite ». Donc, il s'agit de défaire les forces de la nuit, mais sans pour autant se livrer à la vengeance. Et ça, c'est un thème qui était très cher à Mozart, parce qu'il a subi des humiliations dans sa vie, Mozart. On lui a botté le cul à un moment donné. Mais là, est-ce qu'on est vraiment rendu à Mozart? Parce que depuis tantôt, on surfe. Hein? Là, on s'amuse, on va à gauche, par droite, on revient à Mozart. On a parlé de Wagner, on a établi quelques points de comparaison symboliques. Ouais. Non, parce que moi, je trouve ça passionnant, tout ce que tu allais dire à propos de Mozart, parce qu'on pourrait rentrer aussi dans le sujet de Mozart en même temps. Oui, ben on pourrait écouter certainement un hymne maçonnique propice à la chaîne d'union, puis peut-être aussi un extrait ou deux de la flûte enchantée, parce que ça, c'est vraiment l'œuvre maçonnique la plus connue de l'histoire, non seulement de Mozart, mais de l'histoire tout court. Hein?
Alors, il y a un hymne, c'est un des courts hymnes maçonniques que Mozart a fait pendant qu'il était dans sa loge, qu'il travaillait activement. Et c'est une musique qui prédispose à la chaîne d'union parce qu'elle célèbre les liens sacrés qui permettent l'amour fraternel. C'est ainsi que s'intitule l'hymne, au Heiliges Band der Freundschaft. Heiliges Band der Freundschaft treuer Brüder, dem höchsten Glück und Edens Wonne gleich, dem Glauben Freund, doch nimmer mehr zuwider der Welt bekannt und doch geheimnisreich. Ja, bekannt und doch geheimnisreich. C'était très, très bref quand même. Hein? C'est 1 minute 12, cette mélodie. Tu n'auras pas besoin de couper cette fois. C'est ça, cette fois-ci, j'ai pas besoin de couper. Et ça, on va l'entendre habituellement où dans nos rituels? Chaîne d'union. Dans la chaîne d'union, c'est ça, OK. Donc, c'est dans la chaîne d'union. Puis selon toi, c'est universel à tous les rites? Ou, Certainement. Je vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Non, mais... du rite égyptien ou à l'écossais rectifié au rite français. C'est ça, je pense pas de l'avoir entendu, moi, disons au rite égyptien ou oui, au RE2A, je l'ai déjà entendu, rite français aussi. Mais c'est pour ça un peu que je posais la question, parce que j'ai pas toujours entendu dans nos rituels, en fait. Donc, mais c'est intéressant. Après ça, tantôt, tu as parlé un peu de la flûte enchantée ouais. Avec notre bon ami Sarastro, que j'entends de temps en temps, hein, qu'on pourrait dire. Qu'est-ce que tu peux... Je sais que vous en avez déjà parlé un peu, mais si on se remet un peu dans cette ambiance-là avec la flûte enchantée et tout ça. Ben, d'un point de vue alchimique, la réunion des contraires que sont le pôle masculin et le pôle féminin ont comme objectif de faire de l'être humain une totalité. Et nous, en franc-maçonnerie, on dit rassembler ce qui est éparse. Donc, nous arrivons comme un fragment de nous-mêmes et nous devons nous reconnecter à des parties oubliées de nous-mêmes qui sont dans les autres, qui sont éparses à travers le monde. Donc, cette musique nous invite, parce que c'est ça son sujet, d'ailleurs, la flûte enchantée, à rassembler ce qui était éparse, et à réunir les deux polarités, l'homme et la femme. Donc, effectivement, dans un contexte de franc-maçonnerie mixte, ça a encore plus sa place. Et un autre sujet de la flûte enchantée, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, combattre les forces du mal sans pour autant céder à l'impulsion de la vengeance. Et c'est l'enseignement du grand maître Sarastro ici, qui dirige le cœur des prêtres égyptiens qui vont initier Tamino et Pamino ensemble. Dans tout ce que j'ai pu entendre de Mozart, puis je pense que Mozart a vraiment une place assez importante en maçonnerie, là, je veux dire, des musiques de Mozart, il y en a beaucoup, même pour les cérémonies funèbres, là, je veux dire, je pense que c'est l'ode funèbre de Mozart. C'est la marche funèbre. La marche funèbre, oui. Donc, tu sais, qu'on a entendu, qu'on a même vécu il n'y a pas très longtemps. Est-ce que, avec toutes ces musiques de Mozart, est-ce que, selon vous, Mozart voulait peut-être indirectement initier des personnes qui écouteraient sa musique? Est-ce qu'il y aurait une forme d'initiation? Tantôt, tu parlais avec Wagner, du côté
psychédélique, magique et tout ça. Est-ce que Mozart aurait eu une intention... Je vais laisser Nathalie répondre, mais au préalable, je dirais qu'il y a certainement l'expression d'une grande confiance dans la mission civilisatrice de la franc-maçonnerie. Et à ce moment-là, oui, il y a le secret maçonnique, mais il y a aussi une perméabilité avec le monde extérieur et les idéaux des Lumières, liberté, égalité, fraternité, percolent de la franc-maçonnerie vers le monde profane et vice-versa. C'est une contamination réciproque. Et donc, oui, certainement, parce que c'est un projet, comme on le retrouve dans l'Ode à la joie de Beethoven, frémissez millions d'êtres. Donc, effectivement, il y a un projet d'expansion de la franc-maçonnerie et une confiance. Tout à l'heure, on parlait de Papageno et Papagena, mais Papageno échoue à l'épreuve du silence. Et pourtant, il a le droit à l'initiation. Et donc, on élargit beaucoup les critères pour faire entrer pas mal de monde. Aujourd'hui, on dit « Ah non, il faut faire attention ». Mais c'est sûr que les Lumières et Mozart aussi est marqué par ça, par l'idée de l'amélioration morale possible pour l'ensemble de l'humanité, ce qui est le propre de la démocratie. Et donc, il y a tous ces projets d'éducation, dont un Condorcet, qui sera franc-maçon, sera aussi un des vecteurs. Donc, effectivement, Mozart a confiance qu'on peut initier des gens et sans doute que sa musique l'exprime. Oui, Mozart a aussi persuadé probablement Haydn, ouais. Pas seulement Joseph, mais possiblement son frère, Michel Haydn, qui est connu surtout pour son concerto pour trompette, et aussi son père, Léopold Mozart. Rien n'est certain, on n'a pas de documents, mais les historiens de la musique pensent que c'est fort probable, en fait, que Léopold Mozart a été initié grâce à la persuasion de son fils. Aussi, peut-être que ça va sans dire, mais il faut oublier la caricature de Mozart dans Amadeus de Miloš Forman. Mozart était un libre penseur. C'était un homme de lumière. Son comportement, qu'on a beaucoup caricaturé, il dépensait beaucoup sur les habits élégants, mais tout ça, c'était pour montrer qu'il était égal au noble, lui qui n'était pas noble de naissance. Et bien sûr, on sait qu'il a, aujourd'hui, on dirait, démissionné sans assurance chômage. Il était musicien de cour pour Colloredo, qui était évêque à Salzbourg. Et les musiciens étaient des serviteurs. Ils étaient traités comme tels. Et beaucoup plus tard aussi. Il s'est fait botter le cul, même, à un moment donné. Il s'est fait botter le cul, exactement. Oui, ben oui. Les musiciens devaient s'asseoir à la même table que les serviteurs. Et donc, quand il est devenu artiste libre, à ses risques et périls à Vienne, il tenait à s'habiller et à se présenter exactement comme les nobles. Mais c'était la façade. Mais il était aussi, par exemple, connaisseur des jardins japonais. On trouvait ça dans sa correspondance. Donc, il s'est donné une culture, on peut dire, encyclopédique, et une culture de lumière. Et je pense que son intérêt pour la franc-maçonnerie, et c'était plus qu'un intérêt, c'était un vrai enthousiasme. Ça, on le sait, on peut le dire avec certitude. Relève autant du volet ésotérique que du volet libre penseur. Et peut-être même plus. Et quand Haydn a finalement quitté Esterházy
le palais du prince Nicolas Esterházy, où il était très bien traité, il était musicien, mais finalement, il a dû quitter, après la mort de Nicolas Esterházy, il a dû quitter ce poste et il s'est installé à Vienne. Et il appréciait beaucoup la compagnie de Mozart pour les discussions philosophiques. Alors, je pense que pour Mozart, la franc-maçonnerie était un projet de lumière, un projet d'émancipation par rapport aux différentes autorités qui pesaient sur l'Europe à l'époque. Et dans sa vie, il résistait constamment contre le traitement féodal, humiliant des musiciens. Donc pour lui, la maçonnerie, ce n'était pas seulement une secte ésotérique, mais c'était aussi un club de libres penseurs, je crois. Et là, on dit que c'est une secte ésotérique, non? Il y avait un volet philanthropique. La loge s'appelait la bienveillance. Alors, il n'a pas démissionné non plus, contrairement à Haydn, qu'on n'a pas revu beaucoup. Liszt a démissionné de la franc-maçonnerie, qui s'est fait abbé, qui s'est tourné vers la religion, jusqu'à sa mort. Mozart est resté franc-maçon. Donc, effectivement, on a là le compositeur maçonnique par excellence. Et ça explique pourquoi il a tant d'œuvres qu'on peut écouter. Écoute, on pourrait en passer pendant des heures à écouter des œuvres de Mozart. On a vraiment dépassé quand même l'heure de l'émission. Je sais, votre livre a tout plein d'artistes quand même. Là, puis je sais que dans notre liste, je les ai écrits sur mon ordinateur. Il y en a quand même quelques-uns qu'on n'a pas passé vraiment. Là, oui, il y a même un certain Orlovsky. C'est ça, Orlovsky. On peut, je crois que pour la fin de l'émission, c'est bon. Tu pourrais passer à la fin comme le dernier, en fait, après Mozart. Quel honneur! Ouais. Mais oui, je pense que ce serait quand même important pour notre frère Anatoly, parce que tu as aussi contribué du côté artistique à ce livre-là. Ouais. Je peux dire quelque chose là-dessus? Ben oui, vas-y. Ouais. Parce que, bon, quand on a créé les Amis réunis, on a allumé les feux en 2012. On a fait une cérémonie qui, quand même, a attiré pas mal de visiteurs. Près de 50 francs-maçons sont venus. On était sur Notre-Dame à l'époque. Et puis, j'avais demandé à Anatoly de composer une musique maçonnique pour la circonstance qui a été performée ce soir-là avec Anatoly au clavier, puis une sœur du droit humain qui joue pour les grands ballets canadiens. Carole Meneghel. Qui jouait du violon, pour ne pas la nommer. Alors, cette musique-là, effectivement, était propice à l'allumage des feux, puis Anatoly va nous en parler. On peut aussi dire que dans notre livre, on a parlé de compositeurs maçonniques du 20e siècle qui sont assez peu connus du domaine francophone. En tout cas, ici au Québec, nous-mêmes, on savait peu de choses du Belge Arsène Soufriot, qui a écrit une musique pour les hauts grades écossais. Même chose, Pipers, un Néerlandais. Willem Piper, qui a écrit 6 adagios maçonniques pour les initiations au premier degré. Alors, au 20e siècle, à part ces deux-là, il y a ceux dont on a parlé au tout début, qui n'étaient pas francs-maçons, Celsey, Strauss. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Et on a terminé avec Orlovsky. On n'a pas parlé de Sibelius? On n'a pas parlé de Sibelius, mais on est au début du 20e siècle, effectivement, le compositeur favori d'Anatoly. Bien sûr. Qui était franc-maçon. Et qui avait composé de la musique pour l'allumage des feux de sa loge finlandaise, mais qui a eu lieu à New York, sous la supervision de la Grande Loge de New York, en 1916, ma mémoire est bonne. Intéressant. Oui, il s'appelait Suomi-loge numéro 1. Suomi, ça veut dire Finlande en finnois. C'était la première loge de la Finlande indépendante. J'ai écrit un essai sur sa musique maçonnique. L'opus 113. Oui. Où, bien sûr, je parle aussi de Sibelius. En général, c'était le chantre du Nord. C'est parmi tous les compositeurs qu'on connaît en Occident, c'est certainement celui qui a codifié
de manière la plus vibrante les énergies, les esprits, les forces telluriques et les forces, on peut dire astrales, en fait, ici, on pourrait penser au Labrador, à la baie James. Au Québec même, on dit souvent que la forêt finlandaise, ça ressemble au Québec. Oui, le nord de l'Abitibi, oui, exactement. Alors, je parle beaucoup aussi dans cet essai de la nordicité, mais également de l'importance de Sibelius pour la musique du XXe siècle, la musique de la deuxième moitié du XXe siècle. On n'en parle pas souvent parce que il y a ce qu'on appelle le silence de Järvenpää. Järvenpää, c'est une ville pas très grande en Finlande, en pleine forêt boréale, où Sibelius se retirait dans son domaine. Justement, les musiques maçonniques est parmi les toutes dernières œuvres de Sibelius avant ce grand silence, et il y a plusieurs œuvres maçonniques. Ce qu'on appelle la musique maçonnique, en fait, s'échelonne sur plusieurs années, et il y a quelques œuvres maçonniques qu'il a composées pendant ce silence, qui n'a jamais été total. Mais peut-être l'une des raisons du grand silence de Järvenpää, c'est qu'il ne pouvait pas assimiler les courants modernistes du début du XXe siècle. Parce qu'il avait sa vision propre à lui qui était très intègre. Mais ensuite, on a vu que dans la deuxième moitié du XXe siècle, sa musique est très pertinente. Elle a influencé plusieurs compositeurs, surtout en Finlande. Mais je voudrais mentionner je ne me rappelle pas de la date exacte, mais les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. Oui, le 21 juillet, je pense. Le 21 juillet 1969. Le premier pas de Louis Armstrong. Louis Armstrong. C'était franc-maçon, lui. Le premier pas de Armstrong sur... Ouais, Neil Armstrong. Neil Armstrong sur la Lune. Oui. Eh bien, il y a un chef d'orchestre et compositeur dont je parle dans cet essai, je crois que c'est Esa-Pekka Salonen, qui a dirigé et qui a écrit sur Sibelius. Et il dit que quand il regardait à la télé les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, c'est les musiques de Sibelius qu'il entendait. Ah oui? Oui. Alors, Yves parlait de l'ébranlement que peut susciter, par exemple, une œuvre comme Prat ou Kongs Pax de Chelsea. Mais cet ébranlement, pas seulement à travers la codification des esprits et des énergies du Nord, mais à travers l'ouverture sur le cosmique, il est inhérent, la musique de Sibelius. Il y a un côté lunaire dans cette musique que j'ai toujours perçu. Alors, c'est ça. Si on pense à ce moment qui est vraiment défini le XXe siècle, d'une certaine façon, l'affranchissement par l'humain de la gravitation terrestre, eh bien, il y a cette force de branlement dans la musique de Sibelius qui la rend propice à accompagner un moment aussi décisif, l'ouverture sur le cosmique. Écoute,
Nous aussi, on va sur la Lune. On l'a en loge. Oui, c'est ça. Non, mais écoute, j'allais dire en plus de ça que ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait d'émission. Je pense qu'aujourd'hui, les auditeurs vont être régalés parce qu'on... Oui, puis on n'a même pas pu parler de la conclusion où on veut ouvrir la musique sur le vivant avec les percées de ce qu'on appelle la bioacoustique. L'intégration des sons de la nature, ça, Anatoly aussi est passionné. Puis, ça sera peut-être à une autre occasion. Moi, je pense que ça va être un deuxième épisode parce que je pense qu'on n'aura pas le choix parce qu'il y a tellement de choses à discuter et d'approfondir. On va se concentrer sur la musique du 21e siècle. Oui. J'aimerais quand même peut-être clore avec une citation qui est à la fin de la conclusion. Oui. D'une compositrice contemporaine qui s'appelle Yelena Firsova. Et elle a dit que les compositeurs ont beaucoup en commun avec les prêtres et les jardiniers. OK. Alors, on prône cette vision organiciste de la musique. Les prêtres, on comprend, mais les jardiniers, et non pas les constructeurs... Ouais. Des palais ou des cathédrales. Donc, voilà. Et c'est un défi pour nous, les francs-maçons, parce qu'on est des constructeurs, puis on s'environne du minéral. Et là, la réintégration de l'organique, pour nous, ça ne va pas de soi. Ouais. Alors, c'est un défi de repenser le temple aussi pour avoir une musique, une symbolique propre à nous faire... évoluer dans ce 21e siècle où beaucoup de choses sont en jeu et ne vont plus de soi. C'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Puis tellement passionnant que, gars, même Anatoly veut continuer. Tu sais, les francs-maçons ne veulent pas s'arrêter. Ils veulent continuer à travailler, tu vois, deux. On s'en reprendra, bien sûr. 2 mots. Dire que cette colonne d'harmonie... au temps de l'Anthropocène, c'est les titres... Chapitre conclusif. Oui. Mais on n'en parle pas directement dans le livre, mais peut-être il y aura une suite. Eh bien, cette colonne d'harmonie ferait bien d'inclure le non-humain, parce qu'il y a des animaux musiciens. Il y a les éléphants, il y a les baleines, etc. Donc, cette colonne d'harmonie, comme la chaîne d'union, éventuellement devrait inclure les animaux et même les plantes. La colonne d'harmonie devrait, je crois, s'ouvrir aussi sur le non-humain, sur la musique des animaux. Et éventuellement les musiques même des plantes. Et là, puisqu'on ajoute des mots, ça nous amène à repenser la dualité entre le sacré et le profane. Parce que si on donne dans la bioacoustique et on s'intéresse au chant des oiseaux, des plantes, et j'ai même appris que les crocodiles le font, le sacré s'élargit beaucoup. Puis qu'est-ce qui le définit par rapport au profane? Alors ça, c'est un enjeu important parce que, si je peux me permettre de faire une petite comparaison, en écologie, on se demande si il faut protéger certains lieux naturels et les qualifier de sanctuaires sacrés et les protéger de la destruction qui vient avec l'exploitation des ressources. Mais il y en a qui disent que c'est pas une bonne idée parce que si on protège 3% du territoire, qu'on transforme en sanctuaire, ça veut dire qu'on livre les 97 autres à la destruction. Alors peut-être que c'est pas une bonne idée de vouloir protéger certains lieux. Comme nous, francs-maçons, pensons que notre temple, c'est le sacré, et qu'en dehors du temple, c'est le profane. Il y a une nécessité de repenser cette dualité entre le sacré et le profane, puis nous, ça nous a intéressés sur le plan musical, parce qu'effectivement, si on fait une place aux oiseaux, aux plantes, aux crocodiles, où est la frontière entre le sacré et le profane ici? Il n'y a pas que des humains. Est-ce que, là, je pense que je vais ouvrir une autre porte, là, mais je ne devrais pas, là, mais est-ce que ça va faire partie des sujets de la franc-maçonnerie et le vivant que tu vas couvrir le 1er juin prochain? Pas la musique, non. Je n'ai pas abordé ça dans ma conférence. Maintenant, pour moi, ça rime, effectivement. Oui. Et donc, il y a une continuité entre mon essai « Souviens-toi que tu es vivant », où je parle de la symbolique du vivant
la place du vivant dans la symbolique maçonnique et cet essai sur la musique. Mais dans la musique classique, on n'a pas tant à dire que sur la direction que pourrait prendre la musique au 21e siècle, qui fait éclater certaines frontières et comme l'a dit Anatoly, pourrait inclure le non humain. Fantastique. Encore une fois, merci beaucoup, mes frères. La musique des francs-maçons, de Mozart à nos jours. Donc, on a au moins couvert Mozart. Ça, c'est parfait. On a réussi. Mission accomplie. Pas parler de Beethoven. Non, on l'a survolé tranquillement. On l'a fait. Qui était franc-maçon. Ouais, mais on a parlé un peu de Beethoven parce qu'Anatoly a fait un court passage là, durant peut-être une minute qui a parlé de lui. Là. Et Yves aussi a parlé de l'heure de la joie. Oui, c'est ça. Et il y a aussi une chaîne d'union de compositeurs. Donc Haydn a enseigné Beethoven. Il lui a appris beaucoup de choses essentielles. Le jeune Liszt a rencontré Beethoven. Et on s'est demandé si Beethoven était franc-maçon. Donc, j'ai intitulé ce chapitre « Beethoven, un franc-maçon sans tablier » parce que certains musicologues ont prétendu que Beethoven avait été initié. Et Philippe Autexier, qui était musicologue à Radio France Culture, franc-maçon au Grand Orient de France, dit « Il faut se méfier de ce qu'on aimerait entendre. » On aimerait tous entendre que Beethoven était franc-maçon, mais bon. Mais tout ça, je vous invite à aller sur le site de la roseriedesphilosophes.ca. Allez vous procurer votre livre, ça vaut quand même la peine. On parle de 25 $ canadiens, 16 €. Quand même la peine. Ça vaut quand même la peine. Parce que, tu sais, ça vaut la peine d'avoir écouté cette émission-là, mais ça vaut encore plus la peine de l'acheter. Tu sais, c'est important. T'sais, tout est dans les mots. Mais non, il faut se le procurer. C'est super important. Donc, ne pas oublier aussi le 15 mai prochain. Hein, on va avoir le lancement à Montréal. Le lancement à Montréal. Au restaurant Le Bistrot Sophia. Exactement. Et le salon maçonnique. Et le salon maçonnique, c'est sûr, la Roseraie sera là. J'imagine que tu vas être présent aussi, mon frère Anatoly. Donc, parce que je sais que mon frère Yves va être présent. Donc, tu pourras venir co-signer les exemplaires là, pour tout le monde. Volontiers. Parfait. Sinon, on va y aller rapidement par le mot de la fin, et je dis bien rapidement. On va y aller en premier. En fait, je vais y aller avec notre frère Anatoly. Et rapidement, ton mot de la fin pour l'émission? Songeons à intégrer le vivant dans la chaîne d'union et sur la colonne d'harmonie. Mais là, ça, je sais qu'il va être content. Il est content d'avoir entendu ça. Ça, c'est parfait, ça. Toi, ton mot de la fin, mon frère? Que nos cœurs se rassemblent en même temps que nos mains, que l'amour fraternel unisse tous les maillons de cette chaîne formée librement par nous. Découvrons comment la musique peut nous inspirer pour ça. C'est merveilleux, ça. C'est une belle adaptation. C'est parfait, ça. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, enfin, notre commanditaire premium, donc consultantbgh.com. C'est eux qui contribuent à notre émission, qui nous aident pour plein de projets, dont le Salon maçonnique du Québec. Donc, vous pourrez aller voir, vous allez voir le lien qui va apparaître là, à l'écran pour Consultant BGH. Sinon, merci à nos membres Patreon, patreon.com/sous le bandeau. On a 4 forfaits. On a le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $. Le forfait à 33 $, c'est bien important. Si vous vous abonnez, on a un nouveau membre Patreon. En fait, on a un nouveau très illustre patron à 33 $. On le salue. C'est un de nos frères belges. Et c'est très simple. C'est que pour tout un mois, vous allez pouvoir dire à Anatoly quel type de musique il doit produire, donc créer. Donc, si vous avez des suggestions maçonniques, là, c'est votre chance. C'est seulement les très illustres patrons qui peuvent faire ça. Ça, c'est le fameux forfait à 33 $. Vous dominez le monde et pour un mois, ben, vous allez dire à Anatoly quoi faire. Donc, tu ne savais pas, mon frère Anatoly, mais c'est comme ça. Donc, patreon.com/sous le bandeau. Notre site web souslebandeau.ca. Notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. Puis sinon, ben, comme à chacune des fins d'émission, on regarde toujours cette belle caméra-là. Puis on dit, mon nom est Franco, puis je vous dis à un prochain épisode. Ciao! Wow.